Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Le goût d'entreprendre vous emmène à la découverte de talents, d'entreprises et de parcours de chefs d'entreprise. Un bel exemple d'audace créative avec Julien Dérat d'Ambassade Cabinet Conseil, société toulousaine spécialisée dans le recrutement en hôtellerie-restauration. Du chef pâtissier à la gouvernante, de grands établissements dans le monde entier font appel à ses services. Écoutez bien ses conseils si vous êtes en recherche d'emploi dans ce secteur. Julien Dérat, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste du recrutement en hôtellerie-restauration. Depuis 6 ans maintenant, vous avez créé votre entreprise, installée en région toulousaine. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui un chasseur de tête. Tout à fait. Écoutez, on a créé cette société en 2006, janvier 2006. J'ai un parcours qui me permet de dire que je suis un ancien de la cuisine puisque j'ai 15 ans d'expérience en tant que cuisinier et à partir de mon constat, je me suis aperçu qu'il y avait des problèmes de recrutement, aussi bien pour le personnel que pour les dirigeants d'entreprise dans l'hôtellerie-restauration. Et du coup, j'ai décidé de monter Ambassade Cabinet Conseil pour pallier à ces difficultés. Alors vous aviez les mains dans la vaisselle, vous aviez les mains dans le four, dans les pianos et sur les pianos. Quels sont les problèmes à ce moment-là que vous avez pu identifier, problèmes de recrutement, de personnel, de management ? Alors effectivement, j'ai commencé à m'apercevoir de ces problèmes en étant derrière les fourneaux puisque mon dernier employeur, tant bien que mal, recrutait du personnel, mais le recrutement qu'il faisait ne correspondait pas du tout aux besoins que nous avions en cuisine. Donc du coup, on a vu beaucoup de monde passer et je me suis dit, c'est pas possible de faire venir des gens qui sont pas aussi compétents qu'on a besoin. Ça pallie pas au problème et c'est nous qui supportons cette problématique encore plus puisqu'il faut qu'on forme les personnes. En même temps, il faut qu'on fasse notre travail, donc ça va être compliqué. Il faudrait qu'il y ait un ciblage quand même beaucoup plus concret pour recruter. Donc j'en ai parlé effectivement avec mon directeur à ce moment-là. Il ne voulait pas l'entendre parce que pour lui, je pense qu'il n'avait pas les moyens et il ne savait pas comment faire pour gérer ça. Et je me suis dit, il y a peut-être effectivement quelque chose à faire de mon côté pour aider les dirigeants et les gens qui cherchent du travail. Ils ne savaient pas comment faire et souvent les restaurateurs n'ont pas le temps non plus. Exactement. Alors déjà, ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas comment faire, bien qu'il y ait quelques magazines spécialisés et le Pôle emploi. Malheureusement, sans aucune critique pour le Pôle emploi, même s'il essaye tant bien que mal de trouver des parades à cette problématique hôtellerie-restauration, ce ne sont pas des gens qui sortent de l'hôtellerie-restauration. Donc pour eux, je vais vous donner une chose simple, pour eux, un cuisinier, c'est un cuisinier. Mais en fait, pour nous, le terme cuisinier, ça ne veut rien dire. Il peut être cuisinier dans un gastronomique que dans un traditionnel. Donc après, il rentre des paramètres où il faut se dire quel type de cuisine, quel type de cuisinier, si ça va être du continu, du coupure, et maintes paramètres encore pour pouvoir distinguer le profil s'il va être bon pour l'établissement. Donc il faut savoir parler en fait du métier. Exactement. Parler de la même chose. Exactement. Il faut que le langage il soit pour le recruteur le même que pour la personne qui recherche un travail, que pour le dirigeant d'entreprise qui, lui, a besoin de quelqu'un professionnel avec des atouts vraiment bien ciblés, bien spécifiques. Alors vous, Julien, comment vous fonctionnez en fait ? Les restaurateurs font appel à vous, restaurateurs en France, à l'étranger ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a une base de 45 000 candidats qu'on a créés depuis 6 ans. Ce sont des gens qui sont en recherche d'emploi ? Alors, en grande majorité, ce sont des gens qui sont ou en poste, ou qui sont en recherche d'emploi, mais ils sont dans la restauration et l'hôtellerie, les gens sont toujours en veille. C'est-à-dire que même quand ils sont en poste, ils se disent tiens, si j'ai une belle opportunité, pourquoi pas. Donc du coup, on les garde dans nos contacts et éventuellement on leur fait des propositions. S'ils ne souhaitent plus recevoir de propositions, on les met en CDI, on leur fait plus de propositions, mais s'ils le souhaitent, on peut quand même leur faire des propositions et ceux qui sont en recherche, bien sûr, eux reçoivent les offres. Donc en fait, nous, on a une base qui se détermine par des points très précis. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est chef de partie, qui s'occupe de la partie chaude, la viande par exemple, pour un établissement gastronomique, il va y avoir dans sa fiche tous ces petits points de détail qui font que quand on va passer l'offre dans notre base de données, ces personnes qu'on recherche seront ciblées et vont ressortir à la fin de notre enquête. À partir de là, on leur envoie un mail de présentation du poste qu'on a à pourvoir. Ils nous répondent, on fait une vérification pour être sûr qu'ils aient bien compris le poste, on leur présente, ils nous renvoient leur CV. On fait une vérification pour voir s'ils rentrent bien dans le profil qu'on cherche. Et à ce moment-là, on les met en lien avec notre employeur qui se trouve effectivement ou en France
ou à l'international. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence chez un candidat pour vous? Comment vous les recrutez? Vous leur faites passer des premiers entretiens d'embauche? Oui, tout à fait. On leur fait passer des tests bien souvent que les employeurs nous demandent de leur faire passer, des tests de connaissances. On leur fait passer des entretiens. Alors, effectivement, on fait des entretiens téléphoniques ou via les nouvelles technologies, vidéoconférences par le biais d'Internet. Et à partir de là, on peut déterminer si le profil colle à ce qu'on recherche. La deuxième chose, c'est effectivement qu'on fait une vérification du CV, c'est-à-dire qu'on appelle les anciens employeurs pour voir si ça s'est bien passé avec eux, s'ils nous le recommandent, si c'est quelqu'un qui effectivement peut travailler dans le poste qu'on va lui proposer. Alors, on ne se fie pas qu'à une seule expérience, enfin, on ne prend pas qu'un seul renseignement, on essaye de jouer sur 3-4 anciens établissements pour se dire, voilà, on a quand même des renseignements à peu près, voilà, ce qu'il faut avoir comme renseignement, et là, on peut proposer le candidat à notre client. Les diplômes? Alors les diplômes aussi, c'est une valeur. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est important d'être diplômé. Maintenant, si la personne elle a de l'expérience sans forcément avoir les diplômes, on peut toutefois éventuellement la présenter. Si on sait que l'expérience qu'elle a acquise sur 3-4 ans minimum, les expériences se sont bien passées, que les anciens employeurs nous recommandent la personne, on peut se dire quand même qu'on peut la présenter et que le diplôme ne fait pas tout. Il y a aussi la motivation. Vous avez beaucoup de demandes de restaurateurs. Est-ce que c'est difficile de faire coller l'offre à la demande, puisqu'on sait que chaque année, des centaines, voire des milliers de postes en restauration ne sont pas pourvus? Alors effectivement, on a beaucoup d'offres. Maintenant, je ne vais pas vous mentir non plus, on élimine certaines offres. Il y a certains clients avec qui on ne peut pas travailler parce qu'ils nous demandent le mouton à 5 pattes, comme on dit, voire même à 6 pattes. Donc du coup, on ne prend pas ces missions. Maintenant, je pense qu'effectivement, on est dans un problème assez vaste, à mon avis, en France, parce que il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de personnes qui recherchent, mais il y a des personnes aussi qui sont d'une certaine façon aidées à ne pas forcément rechercher. Parce On peut que, expliquer? parce qu'en fait, ils ont des indemnités chômage, donc ces indemnités sont courantes, donc ils ont 2 ans pour éventuellement ne pas se présenter à un emploi, bien qu'ils doivent montrer qu'ils cherchent, et du coup, ça leur permet de ne pas forcément chercher. Et je pense que si on changeait un petit peu ce système-là, il y aurait moins de postes à pourvoir parce que tout le monde rechercherait vraiment. Mais ces profils ne sont pas forcément dans votre base de données. Non, ces profils ne sont pas dans notre base de données, puisqu'à ce moment-là, ces gens-là ne se mettent pas en recherche. Ils sont demandeurs d'emploi, mais ils ne sont pas en recherche d'emploi. Quels sont les profils qui sont les plus recherchés aujourd'hui en hôtellerie ou en restauration? On va parler d'abord de la France. Et puis, puisque vous avez une expérience à l'international, on pourra faire un petit tour d'horizon aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, les postes qui sont le plus demandés en France, pour nous, ce sont plutôt les postes de chef de partie. Ce sont des postes opérationnels. Alors, chef de partie aussi bien pour le froid, pour le chaud, pour le poisson, pour la viande. Ce sont des postes vraiment où on est d'une certaine façon en pénurie. Cette pénurie, effectivement, est due, je pense, aussi au fait que dans la profession, je l'ai vu et subi aussi en sortant de l'école hôtelière. Mon ancien proviseur, qui était proviseur après au lycée hôtelier de Toulouse ici, nous avait dit, au bout de 3 ans, 70% d'entre vous quitteront la profession. 3 à 5 ans à peu près. Et 3 à 5 ans, c'est le positionnement qu'on a quand on est chef de partie. C'est-à-dire que quand on sort de l'école, au bout de 3 à 5 ans, on est chef de partie. Et je pense que ces gens-là, à un moment donné, sortent du réseau hôtellerie-restauration pour faire autre chose. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on en perd. Et qu'on en a moins que... Ou pour créer leur structure. Ou pour créer leur structure, effectivement. Ouais, ou pour changer d'activité. Je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là. Alors, on parle beaucoup de technique, on parle de chef de partie, donc c'est un grade, en fait, quelque part. Et l'humain, j'ai envie de vous dire, Julien, dans tout ça, et l'homme et l'humain. Qu'est-ce que vous regardez chez un candidat en premier? Alors... pour nous, la première des choses, c'est la motivation du candidat. On ne travaille pas du tout avec la photo, c'est-à-dire que nous, les CV qu'on reçoit, on ne leur demande pas de photos. En plus, on ne les reçoit pas directement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de préjugés sur leurs critères physiques. Il m'est arrivé d'avoir placé quelqu'un, la petite anecdote, un sommelier qui était très très grand et très très costaud, c'était plutôt même un pilier d'équipe de rugby. Si je l'avais vu, peut-être que physiquement, je me serais dit, ça va pas coller, trop grand, trop costaud, ça va pas coller dans l'établissement. Et en fait, ça a très bien collé. L'employeur m'a même appelé pour me dire venez me voir, je vais vous présenter le sommelier que vous m'avez recruté. Et ça s'est très très bien passé. Il est resté, je crois même d'ailleurs qu'il est toujours en poste. Mais tout simplement pour dire que le fait de ne pas rencontrer les gens, de les avoir au téléphone, de sentir qu'ils sont motivés, suffit
à pouvoir éventuellement les placer parce qu'ils sont motivés, ils ont l'envie de bien faire et ça nous suffit simplement par rapport à ça. Oui. Après, effectivement, encore une fois, il y a la vérification des CV qui nous permet de dire que le candidat, c'est quelqu'un de sérieux. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de critères vraiment, on va dire, physique ou du regard de la personne. Alors, je pense que pour le côté humain, c'est quand même assez important, c'est valorisant aussi parce que du coup, ça évite qu'on place du personnel que sur le physique. Aujourd'hui, encore une fois... Ce qui est interdit. Ce qui est interdit, mais on sait très bien aussi qu'il y a quand même beaucoup de cabinets qui fonctionnent comme ça. Dans notre profession, ça se fait. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, je suis issu de la 3e génération de cuisiniers, que ma grand-mère a connu les fourneaux et mon père aussi. Et c'est vrai que vous parlez du côté humain, il y a eu une grande évolution plutôt positive dans notre secteur d'activité. On prend vraiment plus en considération les gens en cuisine ou les gens en salle. Il y a vraiment beaucoup plus on fait en sorte de pouvoir les loger, de pouvoir les intégrer, de pouvoir les respecter, au niveau des horaires aussi, au niveau des salaires. Beaucoup de choses ont évolué. On voit les gens qu'on place en saison, notamment saison d'hiver ou même saison d'été, puisque je travaille beaucoup dans la saisonnalité. On leur propose maintenant des logements, mais des logements décents. Pas simplement une tente auprès du camping. Non, un logement qui fait que la personne, comme elle va être bien logée, elle va bien travailler. Donc du coup, ce côté humain, aujourd'hui, est un peu plus pris en considération. Toutefois, on sait que vous n'avez pas de votre côté toutes les clés. Il faut que le courant passe, pour parler familièrement. Donc entre les deux parties, si on est bien d'accord, on va y revenir, si vous voulez, dans un instant, juste après ceci.